J'ai grandi dans le Ohio, aux États-Unis, dans les années 70, et avec mon ami d'enfance, on était dehors chaque fois qu'on le pouvait. Joe vivait dans une ferme qui bordait une assez grande forêt. Mes parents me déposaient chez lui le matin et on restait dans les bois tout le week-end. Il n'y avait que les jours de classe qu'on n'était pas dans la forêt. On aimait faire semblant d'être des pionniers. On construisait des abris, des pièges, on s'entraînait à faire des feux avec des bâtons, tout ça. Quand on est rentré au lycée, on a commencé à appeler nos excursions « Stand By Me ». Ce nom est basé sur le film du même nom qui vient de sortir. L'idée était de parcourir les voies ferrées du pays. Mais au lieu de chercher un cadavre, comme dans le film, on trouvait des ponts sympas pour pêcher et on campait un peu à l'écart des voies. Bien sûr, on savait que c'était dangereux et qu'on risquait de se retrouver sur une propriété privée ou interdite, mais on était des jeunes adolescents. On s'est beaucoup amusé. On a trouvé de belles rivières, on a découvert des ponts où personne n'allait, on pêchait, on se cachait des trains. La nuit, on campait dans les bois juste à côté des pistes et on faisait de petits feux cachés. Rien de mal n'est jamais arrivé. C'était merveilleux. En fait, c'était tellement amusant qu'on l'a fait plusieurs fois. On n'a jamais eu de problème. Après le lycée, Joe et moi avons suivi notre propre voie. On a tous les deux quitté la maison, mais on est restés en contact et on essayait toujours de coordonner les visites pour se voir de temps en temps. Alors, un été, dans les années 90, on s'est retrouvés tous les deux en ville pendant environ une semaine. Le jour, on faisait des trucs en famille et le soir, on prenait un verre dans un bar où on s'asseyait devant la maison de Joe, autour d'un feu, pour parler du bon vieux temps. Un soir, Joe et moi, on a commencé à parler de nos excursions Stand By Me. Eh bien, la nostalgie et la bière font un sacré mélange. Peu après, on a décidé de prendre une journée, de marcher sur les rails, de camper une nuit et rentrer à pied. Le jour est enfin arrivé et on a commencé tôt le matin. Ma femme nous a déposés à l'endroit où on avait l'habitude de commencer, juste à l'extérieur de notre ville natale. Elle pensait que c'était absolument dingue et n'a pas manqué de le dire. Lorsqu'elle s'est éloignée, Joe a suggéré qu'au lieu de suivre la route habituelle, nous prenions la direction opposée, juste pour être plus aventureux. On connaissait bien le terrain, on avait une carte, alors je lui ai dit « pourquoi pas » et on est parti. La journée s'est bien passée, c'était amusant et un peu triste en même temps, mais dans le bon sens. On a trouvé un pont et on s'est assis sur le bord. On a fumé un peu et on est parti. On n'avait pas de matériel de pêche, mais on a apporté des conserves et d'autres choses. Avant que la nuit ne commence à s'installer, on a choisi un endroit pour camper. C'était une épaisse zone forestière, avec des arbres de chaque côté de la voie ferrée, alors on avait l'impression d'être dans un tunnel. On avait apporté de petits hamacs pour dormir, mais avant de les installer, on a décidé de faire une petite reconnaissance du périmètre. C'est aussi ce qu'on faisait autrefois. On se promenait un peu dans les environs pour nous assurer que personne ne vivait en haut de la colline et qu'on était en train de camper sur leur terrain. On a marché environ 30 mètres dans les bois et sur une petite pente. On s'est dit que si on ne voyait rien du haut de cette petite colline, tout irait bien. Mais quand on est arrivé au sommet, on a vu un vieux bâtiment en bas, à une centaine de mètres dans les bois. Il était à peine visible. On a réfléchi à ce qu'il fallait faire. On a tous les deux supposé qu'il s'agissait d'une cabane à sucre ou quelque chose comme ça, parce qu'il ne semblait pas y avoir de route dégagée pour y accéder. De là où on était, il ne semblait pas non plus y avoir quelqu'un dedans, et ça semblait plutôt abandonné. Tout était calme, on ne voyait aucun mouvement, pas de lumière. On a décidé de se rapprocher un peu plus pour être sûr. On a descendu la colline très lentement et en approchant du bâtiment, on a vu que ce n'était pas du tout une cabane à sucre. C'était une vieille église. Elle semblait avoir été abandonnée depuis des années. C'était un bâtiment affaissé,
dont les planches de bois étaient presque noires dues aux années de mousse et de pourriture. Une croix se dressait encore au sommet de l'endroit, elle aussi vieillie au noir. Aucune des fenêtres n'avait de verre et les portes étaient grandes ouvertes. On s'est approché juste assez pour voir à l'intérieur. Il y avait des rangées de bancs et une section aménagée devant pour qu'un prêtre puisse se tenir debout. On n'est pas rentré jusqu'au bout, on ne voulait pas. Au-delà de tout ça, il n'y avait aucun signe de vie. Pas de traces de pas, pas de chemin, pas de route. C'était une église abandonnée. On est parti immédiatement et on est retourné sur la colline à l'endroit qu'on avait choisi pour camper. Le fait d'avoir une colline entre nous et l'église nous rassurait, mais on était encore un peu mal à l'aise. On a attribué ça à la peur naturelle de voir une église au milieu d'une forêt. À ce moment-là, il faisait nuit et on a décidé d'installer nos hamacs, de nous coucher et de partir tôt le lendemain matin. La nuit s'est installée, et alors qu'on était allongés dans nos hamacs, en bavardant tranquillement, on a commencé à entendre quelque chose en direction de l'église. Notre conversation à ce sujet s'est déroulée un peu comme suit. « T'entends ça? Mais qu'est-ce que c'est ça? On dirait des gens qui chantent. » Et cela ressemblait bien à du chant. On a tous les deux glissé hors de nos hamacs et on s'est accroupis en essayant d'en entendre plus. On a écouté pendant une minute ou deux et le chant a continué, mais il ne devenait pas plus fort. En fin de compte, on a décidé de remonter la colline et de voir si on pouvait espionner d'où venait le son. On arrivait encore à se déplacer très silencieusement dans les bois comme avant. C'était une seconde nature pour nous. La lune était à peine sortie, mais elle offrait suffisamment de lumière pour qu'on ne puisse pas se prendre un arbre. Il faisait presque nuit noire. On n'a pas utilisé de lampe de poche, et on a grimpé lentement la colline sans parler. Quand on est arrivé au sommet de la colline, on a vu de la lumière au loin. Ça venait de l'église, et les chants venaient de l'intérieur. Joe et moi, on s'est rapprochés, et on a eu une conversation feutrée du genre « Tu vois ce que je vois? » La lumière semblait être celle d'une bougie d'après la façon dont elle se déplaçait, et même si on a essayé, on n'arrivait pas à distinguer ce qui était chanté. Ça ressemblait à de la musique d'église, mais dans une autre langue. On s'est assis et on a regardé pendant un moment, en essayant de voir qui était là, mais on n'a vu que quelques ombres. On n'avait pas non plus l'intention de se rapprocher. Il y avait à peu près la longueur d'un terrain de football entre nous et l'église, et on tenait à conserver nos distances. Le chant a continué un peu, puis s'est arrêté. Après cela, une voix masculine très imposante a commencé à chanter. J'étais déjà paniqué, mais cette voix m'a fait très peur. Ça ressemblait à un prédicateur de l'Ancien Testament que l'on voit dans les films. Mais, là encore, c'était comme s'il parlait dans une autre langue parce que on ne comprenait pas un seul mot. Finalement, on en est arrivé à un point où la voix d'un seul homme s'exprimait, puis un groupe de voix répondait en chantant. Ça a duré un certain temps, puis ils se sont tous mis à pousser un long cri soutenu qui n'a cessé de s'amplifier. C'est devenu si bruyant et si dérangeant que je me suis bouché les oreilles. Puis, ça s'est arrêté. À ce moment, je m'apprêtais à dire « Foutons le camp d'ici », quand Joe a mis la main sur mon épaule et a murmuré « Ils sortent !» On était assez loin pour ne pas les distinguer, mais ce qu'on pouvait voir, c'était une ligne de silhouettes sortant de la porte ouverte, se tenant la main en file indienne. On pouvait voir que certains d'entre eux avaient des lampes de poche. Ils ont recommencé à chanter, et la lumière des lampes de poche s'est mise à se diriger vers nous et vers la colline. On est vite retourné vers notre campement, on a pris nos affaires et on a couru vers les pistes. Une fois arrivés, on a couru le long des rails dans la direction d'où on était venu. Après quelques minutes, on s'est arrêté et on a regardé en arrière. On a vu des lumières descendre la colline. Ils se déplaçaient de façon erratique, comme si celui qui les tenait les secouait. On a continué à courir par à coups et à marcher aussi vite que possible. On a fini par ne plus voir de lumière et on est arrivé à une route.
d'après notre carte, on savait qu'une petite ville se trouvait à environ une quinzaine de minutes de là, et on y est allé à pied. On est arrivé à une station-service et on a appelé ma femme pour qu'elle vienne nous chercher. Quand j'ai raconté l'histoire, ma femme et d'autres amis ont tous pensé que c'était probablement des enfants qui s'amusaient à l'église. Mais j'ai vraiment entendu ces voix, et il est certain que ce n'étaient pas des voix d'enfants. Je ne sais pas exactement qui étaient ces gens, mais c'est certainement la chose la plus effrayante qui me soit arrivée dans cette forêt.